Parce qu'effectivement, c'est agréable de rester dans certains pays européens parce qu'on a la sécurité. C'est pas comme ici chez nous, on vole, on tape en tuer, tout va de champ. Ça, il faut le dire. C'est qu'on est déterminé, qu'on dit ok, on y rentre parce qu'on veut le faire. Parce que quand vous avez un projet en fait, que vous voulez mener, si c'est un projet, je veux rentrer juste pour m'installer, vivre paisiblement, c'est différent de je veux rentrer apporter quelque chose. Parce que lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on veut vraiment apporter quelque chose, toutes les difficultés sont mélangées. Parce que même en France, s'il veut développer une entreprise, il n'aura pas les difficultés, certes, il n'y a pas d'eau, il n'y a d'insécurité sociale qu'on estime, mais il sera face à d'autres difficultés qu'il faut qu'il surmonte. Lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est challenger, la première chose, c'est surmonter toutes les difficultés et revenir vivre dans un pays que tu as connu. Certes, ce sera difficile, mais c'est possible. Donc, j'en ai déjà, à mon actif, peut-être 200 projets faits au Cameroun et hors du Cameroun. Avec la filiale pour laquelle je travaille, c'est un très grand groupe. D'accord. Je préfère taire le nom ici. Pas de souci. Donc, je pense que mon expérience de vouloir me lancer dans l'entrepreneuriat et le freelance et rester aussi dans le salariat, ça fait partie déjà de ce que j'ai eu à voir. Parce que j'ai grandi, on va dire d'abord principalement à Douala et au Cameroun. Donc quand je commençais à travailler, j'ai bougé dans tout le Cameroun, les 10 régions du Cameroun. Je les ai fait toutes, il n'y a pas une que je n'ai pas fait. D'accord. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans les villages, dans les autres villes. Je me suis frotté à d'autres mentalités, d'autres cultures. Et pareil aussi en Afrique. J'ai fait presque tous les pays de l'Afrique. La première chose que moi j'ai apprise, qui est capitale, quand je sortais, même quand j'étais étudiant, c'est que vous pouvez être le meilleur ingénieur au monde, avoir les meilleures compétences au monde. Vous choisissez mal votre entreprise, vous plombez votre carrière. Les conditions de travail, ça c'est très bien. Parce que vous pouvez aller dans une autre entreprise, vous n'avez pas ça en fait. Vous n'avez pas ce choix, vous n'avez pas ces possibilités-là. Et vous enterrez votre génie. Et maintenant, vous pouvez même dans une entreprise, parce que j'ai aussi reçu des propositions par la suite, de certaines ONG qui payent actuellement peut-être 3-4 fois ce que j'ai. Mais à l'intérieur, en termes de travail, quand on va vous dire par exemple le plus gros bâtiment que c'est une salle de classe d'un village caché au Cameroun, moi intellectuellement parlant, ça va m'endormir. Et dans le projet, comme j'ai commencé à travailler, je fais au moins par an 8-10 projets éparpillés au Cameroun et en Afrique en permanence. Je suis noyé là-dedans, donc je suis déjà un peu drogué au projet. Donc si je me retrouve dans une entreprise, je fais un projet, l'année un projet d'aller faire 2 salles de classe de moins de 80 mètres carrés. Même si j'ai un bon salaire, moi ça ne me plaît pas. Vous pouvez faire 10 ans d'entreprise, vous ressortez, vous êtes transformé, peut-être même sur votre façon de percevoir la vie, même la façon de vous accommoder ou bien d'embrasser les gens. Vous pouvez être aujourd'hui, peut-être voir, oui, tu es gentil, tu es souriant, tu as l'énergie, tu as la niaque, tu es optimiste. Tu pars d'une grande multinationale, tu en ressors détruit. Tu ressors, même dire bonjour aux gens, ou bien voilà, ça te transforme quoi, négativement. Et ça aussi, c'est pas bien, ça, il faut faire attention à ça. Pour ça, je dis, quand vous êtes dans l'entreprise, vous êtes brimé, vous êtes frustré, vous êtes dans une mauvaise sphère, ne restez pas parce que c'est le salaire. Parce que moi, tant qu'on ne s'éclate pas professionnellement, on ne reste pas. Moi, c'est aussi le message. Il y a le salaire, mais il faut s'éclater professionnellement. La troisième chose maintenant, qui est la plus importante, peut-être j'aurais dû commencer par elle, qui m'a fait vraiment me réveiller, c'est l'équation diagramme effort qu'on met sur une activité, rentabilité. Effort, rentabilité, très important ça. Ça c'est capital. Vous pourriez être, comme je dis, sur quelqu'un qui prend le sable, qui met dans une benne par exemple, qui le cherche, qui paye 2000 francs la journée, qui passe toute la journée à le faire, il dépense son énergie, dépense son temps, à la fin il a 2000. Mais par contre, je peux rester où je suis là, mon téléphone sonne, je passe juste un seul coup de fil, faites ça, je gagne 100 000 francs. Et la deuxième chose que j'ai fait après le restaurant, quand j'ai fermé le restaurant, je me suis mis dans l'agriculture. J'ai acheté mes champs, j'ai commencé à faire les champs. Comme on dit, la terre ne manque pas. Et ça rapporte, est-ce que la terre ment ou pas? La terre ne manque pas. Ça c'est vrai. Ça c'est une vérité au Cameroun. Ailleurs, je ne sais pas, mais je pense qu'ailleurs c'est collinaire, la terre ne manque pas. Je suis dedans, encore présentement dans l'agriculture, et hyper épanoui, hyper bien. Lui, enfant des quartiers.
Donc bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine. Alors moi c'est Wilfried Zemtsa et ensemble avec tous les autres intervenants de la chaîne on te parle Afrique, on te parle diaspora mais surtout on parle entre jeunes. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Likez surtout partager pour élargir le canal de diffusion. Alors comme vous le savez depuis un certain temps sur la chaîne, on est sur un contenu spécial sur le thème de l'immersion Afrique, en particulier immersion au Cameroun. Et dans ce sens on a un nouvel invité sur le plateau avec qui on va échanger sur un sujet très intéressant. Et je vous invite à le suivre. Avant ça, on va l'introduire. Bonjour. Bonjour Ariel. Alors, on est avec qui aujourd'hui? Vous êtes avec Astolfi Tadon le queue. Alors, Astolfi Tadon le queue, avec qui on va échanger sur un thème que je vous laisserai découvrir. Mais avant ça, on ne va pas déroger à la règle. On va lui poser une question qui, vous le savez très bien, la question première qu'on pose à tous nos invités sur la chaîne. Alors, Astolfi, quelle est ta question sur le Back to Africa, le retour en Afrique? Déjà, merci pour la question. Merci une fois de plus pour l'invitation. C'est un plaisir de venir échanger avec vous. Je suis un nouvel abonné de la chaîne. Déjà, j'admire et je vois quelques petites vidéos. Oui. Donc, pour faire simple, pour moi, le Back to Africa, c'est une question qui doit interpeller tous les jeunes de la diaspora qui se trouvent où ils soient. Donc, moi, je dirais plutôt que je pense sur 3 volets. Le premier volet, c'est que ceux qui veulent penser au Back to Africa, normalement, doivent avoir des motivations. Donc, les motivations principales, c'est est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est l'économie ou est-ce que c'est la sécurité? Parce que lorsque les gens voyagent généralement, parfois ils fuient des problèmes, des conflits, ça peut être la guerre. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a fui un génocide, par exemple, qui reste 10 ans, qui est revenu et retrouver son génocide. Donc, généralement, il y a d'abord cette question politique qui rejoint aussi parfois la question de sécurité. Est-ce qu'on revient pour rester dans les mêmes conditions dans lesquelles on a laissé le pays? Si c'est qu'on a quitté le pays, peut-être parce que il y avait des troubles à l'intérieur du pays. Donc, ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est qu'on a laissé un pays comme le Cameroun, où je réside présentement, Oui. et qu'on allait peut-être faire une formation où on allait chercher peut-être un avenir professionnel. Et à bout de cela, maintenant, l'idée c'est de se poser la question au départ, qu'est-ce qu'on partait, quels sont les objectifs qu'on s'est fixés. Oui. Quand on arrive là-bas, les objectifs peuvent changer, c'est normal. On peut quitter parce qu'on va aller fréquenter, on arrive là-bas, on se donne d'autres objectifs de vie. Donc, une fois qu'on arrive là-bas, maintenant, la question c'est de regarder le pays et de savoir si je rentre au pays, c'est pas forcément pour m'installer ou pour y vivre. Est-ce que c'est pour augmenter le potentiel que j'ai apporté dans le pays, pour augmenter le tissu économique par exemple, augmenter le tissu professionnel, ou augmenter peut-être le tissu intellectuel par exemple. Donc à un moment donné, il faut bien faire la barrière entre retourner par plaisir, quand je dis pas plaisir, c'est pas pour des vacances, c'est pas pour venir voir la famille ou bien pour se plier à certaines traditions, peut-être parce qu'on est chef traditionnel ou bien autre. Mais si c'est retourner maintenant à un moment donné pour prendre la valeur ajoutée qu'on a pris de l'Occident et revenir remettre dans son pays de façon positive. Parce qu'il y en a qui le font aussi de façon négative. Ça, il faut le dire. Il y a des gens qui partent en Europe, ou bien aux États-Unis, ou bien un peu partout, et qui reviennent plutôt avec le négatif. Donc là aussi, il faut faire attention. Oui. Donc quelqu'un ne va pas aller apprendre, je vais passer l'expression, tout ce qui dégrade la société aujourd'hui. Vous avez vu certaines personnes sur les vidéos, comment ils se dépravent. Je pense qu'on comprend très bien ce que tu veux dire. Revenir, commencer à vouloir implémenter tout cela. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Revenir dans son pays avec des valeurs positives pour développer le pays, c'est bien. Mais revenir avec des valeurs ou bien des actions qui vont plutôt détruire le pays, ça c'est pas bien. Maintenant, individuellement, chacun sait pourquoi il veut revenir. Mais à l'État aussi maintenant, au moment donné, chaque État africain qui sait qu'ils ont ses ressortissants, des personnes qui brillent ou bien qui excellent, de développer une certaine politique pour faire revenir ces personnes. D'accord. Parce que si on reste par exemple, on a un jeune basketteur qui joue peut-être à NBA aux États-Unis, qui est tout débutant. Aussi au gouvernement de voir, voilà, on a une petite pépite, peut-être le secteur ou bien ce sport n'est pas développé ici au pays. On peut le prendre, il y développe ou il forme d'autres athlètes dans la même discipline et ainsi faire émerger le pays. Donc les politiciens, ou bien tous les politiciens qui nous écoutent aussi, ils ont un rôle majeur à jouer là-dedans. Ce n'est pas une question individuelle que chaque jeune de la diaspora doit acheter, je veux rentrer. Parce que généralement c'est aussi difficile de rentrer avec une idée, un projet seul et de le mettre en place. C'est difficile. Personne ne peut rentrer, même s'il veut faire une usine de cacao, qu'il va rentrer seul, même s'il a les connaissances, s'il a l'argent, il a tout, qu'il va revenir et implémenter cela selon la taille de son projet. Parfois, les gouvernements aussi doivent accompagner et développer certaines politiques pour faire revenir les jeunes ou les vieux, en fait, quelle que soit la tranche d'âge, implémenter tout ce qu'ils ont appris. Donc, moi, c'est un peu ma vision. Les conditions sur place ne sont pas idoines de ce que tu es en train de me dire. Bon, pas les conditions. Ça, c'est une petite parenthèse. Dites-vous ceci, que vous soyez à la diaspora ou bien que vous soyez au Cameroun, vous voulez investir, c'est facile pour personne. Même les entrepreneurs qui sont au Cameroun pour investir, ceux qui sont sur place, rencontrent des difficultés.
C'est pas parce que vous venez de l'Europe de l'avion, vous débarquez que tout va être facile, vous allez le faire. Et c'est encore plus difficile pour ceux qui viennent de la diaspora qui étaient coupés, parfois avec le pays, parfois coupés avec les nouvelles règles. La loi des impôts, ça change, la loi des finances, ça change. Beaucoup de choses changent en 1 an, 2 ans. Ça, vous avez pu le constater, même le prix du carburant ici au Cameroun. Oui. En moins de 13 mois, on a flambé presque 300 francs sur le prix au litre par exemple. Donc, si vous avez aussi maturé un projet en 2020, vous revenez en 2025, vous pourrez être complètement dérouté. Donc, moi, je conseille tous ceux qui veulent faire le Back to Africa, à un moment donné, de revenir et d'avoir des jalons au Cameroun. C'est-à-dire, quand je dis des jalons au Cameroun, c'est avoir des personnes ressources clés sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour monter le projet. En fait, moi, j'estime que c'est difficile de monter un projet tout fait en Europe et revenir simplement à l'implémenter. On monte le projet en Europe, mais en parallèle, on associe les personnes qui sont au Cameroun, certaines personnes ressources, pour faciliter l'implémentation en fait. Parce que quand vous venez juste avec l'idée, vous n'avez pas encore pris la température sur le terrain, prendre les informations et tout, c'est plus compliqué. Donc, généralement, c'est beaucoup ça qu'il faut aussi, que quel que soit le projet que vous faites, que vous soyez entrepreneur camerounais, basé au Cameroun, ou entrepreneur basé en Europe ou bien dans un autre pays, c'est ça qui va être toujours difficile. Et ne pas aussi oublier que le Back to Africa, à un moment donné, ne se concentre pas sur si je suis Camerounais, je suis parti à New York, j'ai fait mes études, je travaille, je vais revenir forcément au Cameroun, développer au Cameroun. Ça peut être possible, ça peut être vrai, mais je peux revenir sur Togo, je peux revenir au Bénin, je peux revenir à Côte d'Ivoire, je peux revenir dans n'importe quel pays d'Afrique où je sens par exemple qu'il y a un réel besoin peut-être dans la valeur ajoutée que j'ai pu collecter. Parce que si c'est que j'ai fait dans un métier ou bien dans un secteur qui par exemple n'est pas très développé dans mon pays, mais que le pays d'à côté en a besoin et que ça peut facilement être implémenté là avec les deux pays, par la suite peuvent développer cela, pourquoi pas. Donc moi je ne resterai pas aussi focalisé sur je suis Camerounais, je vais rentrer au Cameroun. Peut-être j'ai fait le Rwanda pour la guerre, c'est un exemple, mais je peux revenir très bien au Bénin, m'installer, je développe une activité qui développe l'Afrique. Parce qu'in fine, développer un pays africain, c'est toujours développer l'Afrique. Oui. Voilà. D'accord. Toi, tu as une vision panafricaniste de la chose. D'habitude, ce qu'on fait sur la chaîne, c'est qu'on prend l'avis de l'invité sur la question du Back to Africa et on s'arrête là, c'est-à-dire qu'on ne débat pas. Le but, c'est de prendre juste son point de vue. Mais ce que tu as dit était très intéressant, d'autant plus que tu as énuméré ton argument, enfin, tu as divisé ton argumentaire en plusieurs points qui étaient très pertinents. Et ce que moi je remarque, c'est que c'était tous des points rationnels, c'est-à-dire une envie un retour en Afrique qui peut être motivé par des raisons personnelles, chefferie ou autre chose, des raisons professionnelles, donc à avoir envie de développer une activité économique sur place. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part d'irrationnel à l'intérieur? Parce que, d'autant plus pour ceux qui vivent à l'étranger, en diaspora, dans des pays comme l'Occident qui présentent un visage très souvent très beau, très embelli et construit avec les routes qui sont bien tracées, les conditions sociales également qui sont agréables pour tout le monde. Si on veut mettre en face les conditions qu'on observe en Afrique, c'est très compliqué pour un jeune de se dire « je laisse ça pour aller là-bas ». Donc, est-ce que les conditions rationnelles, c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas ajouter un petit peu de cœur à l'intérieur et de se dire « même si je n'arrive pas à bâtir un plan rationnel, j'y vais quand même parce que c'est le continent d'où je viens et c'est là-bas que je vais évoluer ». Est-ce que ça, il ne faut pas le prendre en compte? Il faut se dire « si je n'arrive pas à avoir des conditions rationnelles, je ne rentre pas ». Non, tu fais bien de le soulever, c'est aussi important que pertinent. Parce qu'effectivement, c'est agréable de rester dans certains pays européens parce qu'on a la sécurité. C'est pas comme ici chez nous, on vole, on tape en dessus, tout va de champ, ça il faut le dire. Et quelqu'un aussi qui a accumulé 5 ans, 10 ans d'expérience, qui a un petit capital qui vient, qui peut avoir peur de se faire agresser n'importe où, ou bien se faire une violence. Là, c'est difficile. Moi, je pense que ce qu'il faut d'abord se dire, c'est qu'il faut savoir d'où on vient. La première chose d'où on vient, ça veut dire quoi? Ceux qui ont quitté, il y a des Africains qui n'ont jamais vécu au Cameroun, par exemple, ou en Afrique. Ils ont grandi peut-être là-bas. Donc, si vous prenez un jeune Camerounais, lui dit de sang camerounais, de parents camerounais, mais qui est né en France, par exemple, qui a grandi en France pendant 25 ans, qui n'a jamais vu le sol camerounais, c'est difficile de susciter en lui cet amour, puisqu'il ne sait même pas d'abord ce que c'est que le Cameroun, il ne sait pas comment c'est. Ça, c'est cette première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, qui sont des jeunes qui, à la fleur de l'âge, à 18 ans, ont eu le bac au Cameroun, soit immigrés. Maintenant, il y en a peut-être qui ont fait l'université ou bien commencé à travailler un tout petit peu vers 25 ans, 22 ans, 30 ans, qui sont aussi partis. Donc moi, je pense que les deux dernières couches, c'est-à-dire ceux qui ont un peu vécu ici et qui sont partis, sont plus celles qui doivent être interpellées. Parce que ceux qui n'ont... C'est difficile de revenir développer un amour pour quelque chose que tu n'as pas connu. Si quelqu'un n'a pas grandi ici, il aura le sentiment, il sera rattaché aux valeurs du pays où il a grandi. Exactement. C'est intrinsèque, on ne va pas loin en vouloir en fait. Parce que voilà. Mais maintenant, quelqu'un qui est resté ici peut-être pendant 18 ans, ou 20 ans, ou 25 ans, et qui est parti, et qui sait qu'il a laissé derrière lui forcément une famille, des connaissances, des amis, un pays dans une certaine situation, à un moment donné, lorsqu'on a déjà peut-être la trentaine ou la quarantaine,
avoir peur de se faire agresser ou bien avoir peur de revenir dire qu'on vit au Cameroun, il n'y a pas d'eau potable, on va couper le courant. Je pense que c'est parce qu'on se plaît dans son petit cocon qu'on s'est fait de l'autre côté. Mais après, maintenant, tout dépend du degré de motivation qu'on a. Si c'est qu'on est déterminé, qu'on dit, OK, on y rentre parce qu'on veut le faire. Parce que quand vous avez un projet, en fait, que vous voulez mener, si c'est un projet, je veux rentrer juste pour m'installer, vivre paisiblement, c'est différent de je veux rentrer apporter quelque chose. Parce que lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on veut vraiment apporter quelque chose, toutes les difficultés sont mélangées. Parce que même en France, s'il veut développer une entreprise, il n'aura pas les difficultés, certes, il n'y a pas d'eau, il n'y a d'insécurité sociale qu'on essaie, mais il sera face à d'autres difficultés qu'il faut qu'il surmonte. Lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est challenger, la première chose, c'est surmonter toutes les difficultés et revenir vivre dans un pays que tu as connu. Certes, ce sera difficile, mais c'est possible. D'accord. D'accord, très bien. Je pense que la vie d'Astolfi est très claire sur la question. On va évoluer, mais si ça dépendait que moi, je vais rester sur cette question plus longtemps que ça. J'ai envie qu'on parle, on entre dans le thème du jour. C'est vrai que je ne l'ai pas annoncé au début, mais le thème du jour, c'est les options professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs options professionnelles qui se présentent aux jeunes. On a le salariat qui s'avère être très souvent la première option, mais également à côté, on a le freelance, on a l'entrepreneuriat et on a bien d'autres options. Et en fonction des environnements, on en a d'autres qui sont plus favorables que d'autres. Et dans le cas de l'Afrique, par exemple, le salariat qui se présente ailleurs comme étant la zone de sécurité, la zone de confort où on a à peu près les garanties minimum pour se garantir un certain confort de vie à la fin des mois. En Afrique, ce n'est pas toujours le cas. Donc, j'ai envie qu'on en discute aujourd'hui avec quelqu'un qui baigne dans cet environnement-là depuis aujourd'hui plusieurs années, histoire d'avoir son point de vue sur la question. Et pour commencer, je vais te demander à Stoffi, salariat, freelance, entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il faut choisir aujourd'hui au Cameroun? Les trois. Les trois? C'est-à-dire un compromis des trois? Non, pas un compromis. Oui. Il ne faut pas chercher un compromis. Avant de répondre à la question, déjà, comme moi, je tiens toujours à préciser une chose, c'est que avant de dire salariat, entrepreneuriat, freelance, il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte. Parce que l'idée, ce n'est pas juste de dire un choisi comme c'était le ticket de loterie. Donc, je pense que chaque jeune, d'où il soit issu, de la formation qu'il a reçue, de l'éducation qu'il a reçue, des conditions dans lesquelles il vit, peut faire son choix. Donc, ce que je vais dire qui est vrai pour moi aujourd'hui, mon expérience aujourd'hui ne peut pas être vrai pour toi ou bien pour une autre personne. Exactement. Donc, moi, je pense que les questions les plus importantes, surtout, c'est savoir quels sont les paramètres qu'il faut observer dans son environnement pour choisir une direction. Ça veut dire, si je veux faire le salariat, quels sont les paramètres qui entourent mon environnement de travail, de famille et autres pour que je le choisisse. Et aussi, l'aspect genre doit compter parce qu'un homme, c'est pas une femme. Et inverse. Donc, il faut regarder le genre. Moi, ça, c'est d'un. Deux, comme je dis, quand j'ai même le paramètre qui entoure l'environnement, même l'aspect genre, c'est un paramètre par exemple. Donc, il y a l'aspect genre pour moi, l'un des paramètres qu'il faut regarder. Le deuxième paramètre, c'est son éducation. Ici, quand je parle d'éducation, je mets tout à l'intérieur. Donc, l'éducation qu'on a reçue, intellectuelle, l'éducation de la famille, l'éducation de la vie qu'on a. Éducation financière aussi. Éducation financière également, ça rentre là-dedans. La troisième chose maintenant aussi, c'est le degré de motivation ou bien de rêve. Parce que si vous n'avez pas un certain degré de motivation ou bien de rêve, il y a beaucoup de choses que parmi celles que vous avez citées, vous n'allez rien choisir en fait. Donc, et chaque personne a son degré de motivation et de rêve. Il y a des gens qui naissent avec les rêves de 0 à 25 ans, d'autres c'est à 50 ans que ça se réveille, et ainsi de suite. Donc, et le dernier paramètre maintenant, c'est l'environnement physique. Ça veut dire l'environnement physique, c'est le quartier où je reste, c'est la maison où je vis, c'est les routes que j'emprunte, c'est les personnes que je côtoie. Moi, ce sont les 4 paramètres en fait qu'il faut regarder avant de prendre une direction. Et quand on va entrer un peu plus dans l'exposé, vous allez comprendre pourquoi ces paramètres peuvent influencer facilement. D'accord. Je prends un cas simple par exemple. Je suis fils de ministre, j'ai grandi, mon père est ministre depuis 20-30 ans aujourd'hui. Je ne sais même pas combien coûte la baguette de pain. Je vis très bien ma vie. Pourquoi vous voulez que j'investisse? Que je sois salarié. Si papa a laissé des milliers en banque. Mais là, c'est le cas extrême, j'ai envie de dire. On est voilà. Dans une société où la couche nantie voilà. est la plus réduite. Voilà. C'est pour ça que je dis, ce sont les paramètres à prendre en compte. D'accord. Voilà. Maintenant, si on prend aussi l'opposé qui est très faible, j'ai grandi dans les quartiers les plus pauvres, les plus défavorisés, je ne mangeais pas à ma faim, je n'ai pas eu accès aux soins ou bien à la santé. Je peux aussi choisir la facilité de faire du vol, de piller des boutiques. C'est vrai que c'est une option qu'on n'a pas citée. Bien sûr, parce qu'il faut regarder tout. C'est ça en fait qui pousse le jeune vers une direction ou bien vers l'autre. Oui. Ou je peux rester dans une famille où tout le monde est dans l'armée par exemple, où tout le monde est fonctionnaire. Je préfère être fonctionnaire. Parce qu'en fait ça va influencer en fait ta direction. Oui.
Si vous allez voir beaucoup, moi j'en connais beaucoup qui font l'armée, qui font être professeur ou bien être fonctionnaire. Parce qu'en fait, c'est ce que l'environnement peut mettre à sa L'imaginaire disposition, collectif qui est, voilà, qui est dicté voilà. par Ou j'ai mon l'environnement. papa qui est directeur d'une microfinance, qui tient une entreprise familiale, qui tourne. Pourquoi est-ce que plus tard vous allez me demander d'aller jouer au football par exemple? Pourtant, mon père, depuis mon éducation, bien depuis la tendre enfance, il est en train de me préparer à reprendre les rênes par exemple d'une entreprise. Ça veut dire que là, je suis déjà un peu bridé dans un choix. Même s'il n'est pas le mien et qui est le choix de mon père, que peut-être je ne vais pas faire tomber l'entreprise. Même si je dois aller à un conseil d'administration. Vous voyez un peu. Donc ça, quand je parle de l'environnement, chacun doit étudier son environnement de façon minutieuse avant de prendre une direction. C'est pas juste je regarde et je vois Ariel aujourd'hui, il est comme ceci, je dis je vais être comme Ariel, ou bien je vais être comme moi, non, c'est pas ça. C'est que les jeunes doivent savoir observer l'environnement, les paramètres qui sont importants pour prendre des décisions pour eux en fait. Et non prendre des décisions pour prendre des décisions pour faire du suivisme ou bien. Non, non, non. D'accord. Et est-ce Voilà. que tu as 2-3 outils à donner aux jeunes comme ça pour les aider dans la prise de décision? Bien sûr, c'est le but. Déjà, comme j'ai dit, le premier paramètre que j'ai dit, c'était le genre, c'est-à-dire que je sois homme ou que je sois femme. Donc, ça veut dire si je suis homme, par exemple, ça veut dire que je suis doté de certaines capacités. Et ça, quand je dis homme, donc la tranche d'âge. Physiologiquement? Physiologiquement, oui, Oui. la tranche d'âge aussi. Oui. Et la situation matrimoniale aussi qui va avec. Parce qu'un jeune célibataire qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de charge, par exemple, n'aura pas les mêmes capacités, par exemple, qu'un homme marié qui a déjà 4, 5, 6 enfants, par exemple. Ça, c'est un paramètre. Tout comme une jeune femme qui veut faire des maternités, par exemple. Donc, si vous voulez faire, vous savez qu'il y a des métiers qui sont fermés aux femmes, à certaines femmes, naturellement, dans certains pays. Oui, oui, oui. Et il y a des métiers aussi que, étant femme, entre guillemets, vous ne pouvez pas les exercer pleinement. Donc, ça veut dire si moi je suis une femme, par exemple, je vais déjà essayer de circonscrire cela. Quels sont les métiers que je peux faire, quels sont les métiers que je ne peux pas faire maintenant par rapport à mes aspirations? Est-ce que je suis marié, est-ce que je suis célibataire, est-ce que j'aspire me marier? Donc, ça, c'est les paramètres qu'il faut prendre en compte. Je suis en couple, je ne suis pas en couple. Si je suis en couple avec quelqu'un, par exemple, qui peut autoriser mon éveil ou mon émergence, je dois prendre en compte parce que aussi, ça c'est une petite parenthèse, la personne avec qui, lorsqu'on commence à vouloir travailler, on veut se mettre en couple, il détermine aussi très vite la flèche qu'on va prendre dans l'évolution professionnelle. Ça c'est capital. Si vous vous mettez avec une personne qui ne rêve pas ou bien qui ne peut pas vous laisser aller faire ce que vous voulez, c'est un problème. Ça veut dire, moi je suis aujourd'hui par exemple, j'ai une proposition, je vais aller travailler à Abidjan. Je suis avec un partenaire qui me dit ouais non, la distance, la relation va s'arrêter, je peux pas supporter, je peux pas voyager avec toi. Pourtant, professionnellement, je vais apprendre, je vais peut-être un bon revenu et tout. Mais je me suis mis en couple avec quelqu'un qui ne veut pas. Ça, c'est un frein. Donc il faut aussi savoir déjà, même avant de prendre une direction, bien choisir son conjoint. Bien choisir son conjoint, c'est hyper important déjà. Bien choisir son conjoint, connaître ce qu'on veut, savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Maintenant, quand je parle de la condition physiologique de la personne, maintenant, je peux être handicapé. Peut-être motrice, peut-être c'est les yeux, peut-être c'est les mains et autres. Je ne peux pas me mettre à rêver, si je suis handicapé, ok, je ne veux pas me mettre à rêver jouer au football. Ouais, un peu. Donc, en fonction maintenant de son état physique, on est aussi limité sur certaines choses qu'on peut faire, dans l'état physique, l'âge et autres. Maintenant, c'est qu'on a dans la tête, comme je disais tantôt. Est-ce que j'ai appris un métier? Est-ce que je suis médecin? Est-ce que je suis agronome? Est-ce que je suis ingénieur? Est-ce que je suis enseignant? Est-ce que j'ai d'abord une compétence que j'ai apprise pendant un cursus scolaire? Ça, c'est la première question qu'on regarde. Est-ce que je veux travailler dans ce secteur? Parce qu'on peut avoir de très beaux diplômes en médecine, mais on veut pas exercer la médecine. On n'est pas passionné. On n'est pas passionné, on ne veut pas le faire dans ça. Deuxième paramètre, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aimerais faire vraiment? Parce que ça, c'est la plus grosse question et c'est ça qui bloque tous les jeunes. Certains ne savent pas le potentiel de ce qu'ils veulent faire. Tu vas demander à un jeune, tu veux faire quoi? Je ne sais pas trop bien ce qu'il donne à ce qu'il rapporte. Mais personne ne va te dire, par exemple, je suis vraiment passionné par l'automobile, j'aimerais à terme faire du garage automobile et in fine, avoir un atelier de montage de véhicules au Cameroun. Pourquoi pas? Donc là, c'est un peu difficile. Si vous ne savez pas jusqu'où vous voulez aller dans votre champ professionnel, ce sera très compliqué de faire un choix. Maintenant, toujours sur l'intrinsèque, est-ce que je suis quelqu'un de dynamique ou je suis quelqu'un de paresseux? Ça, c'est déterminant. Si on est paresseux, ou bien si on fait la finance, si on ne veut pas réfléchir, si on ne veut pas trop se déplacer, on va chercher des choses qui nous correspondent en fait. Ouais, un peu. Maintenant, il y a des personnes aussi, quand j'en connais par exemple, qui n'aiment pas prendre l'avion ou qui ne veulent pas voyager, ou bien même si un trajet seulement de 250 km/h, ils n'aiment pas. Donc, si le métier vous appelle par exemple à vous déplacer, vous voyez que ça fait partie des conditions en fait qui vont vous pousser à choisir ou pas l'activité. Donc, le physique, les compétences que vous avez. Maintenant, si vous n'avez même pas de compétences, que vous êtes passionné par un domaine, est-ce que vous êtes prêt à investir ou bien aller apprendre le métier? Et maintenant, à la fin, c'est savoir qu'est-ce qu'on recherche en fait en termes de ressources pécuniaires. Il y en a qui veulent travailler juste avoir de quoi manger, se vêtir, éduquer les enfants. Ils sont confortables avec. Pas plus, oui.
Il y en a qui veulent acheter 10 jets privés plus tard, être les prochaines Dangote de l'Afrique. Ça, je l'interdis, il n'y a pas de limite, comme je dis. Maintenant, ce qui est sur le souhait que moi j'aimerais avoir professionnellement, ce n'est pas le choix de X ou bien de Y. Exactement. Ça, c'est clair. Et si vous avez un choix, comme moi je dis souvent, si vous rêvez d'avoir 1 million, vous commencez à travailler pour 1 million, vous aurez 10 000. Donc, il faut rêver au moins 100 millions, 1 milliard pour avoir Ouais, 1 1 million. million. Donc, si la vision est faible ou bien si elle est limitée, vous n'irez pas loin. Maintenant, la deuxième chose, qu'on soit dans l'entrepreneuriat ou bien qu'on soit dans le freelance ou bien qu'on soit dans le salariat, est-ce que le métier que je vais exercer peut être pérennisé? Parce qu'il y a des métiers que vous pouvez faire 10 ans, vous n'allez nulle part par exemple. Je prends quelqu'un qui fait tous les efforts pour avoir une quincaillerie en bordure de route. Bon, pas une petite quincaillerie où on vend du petit matériel. S'il est ambitieux, plutôt il peut être comme les grands quincailleries de la place qu'on connaît. S'il n'est pas ambitieux, il peut faire 20 ans sur place. Tout comme quelqu'un qui fait le taxi. S'il n'est pas ambitieux, il peut faire le taxi 20 ans. S'il est ambitieux, plutôt il peut avoir une agence de location des véhicules à son propre compte, une agence de location des limousines. Donc si je fais mon taxi et que je me limite à mon taxi, ça c'est ma vision que j'ai, personne ne va m'en vouloir. Mais c'est un choix, je ne dis pas que ceux qui font le taxi... Est-ce que voilà. je te prends sur cet exemple, je te coupe juste 2 secondes, sur l'exemple de l'ambition, parce que je me rappelle très bien un truc qui avait fait le buzz d'un grand professeur connu ici au Cameroun qui disait que McDonald's c'est le pain chargé. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Donc lorsqu'on sort dans nos rues, on voit plusieurs femmes qui ont des comptoirs de pain chargé justement. Et moi je me demande souvent pourquoi ils n'ont pas plusieurs points dans la ville et dans d'autres villes. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce qu'à ce niveau, à cette échelle économique, les conditions économiques de l'environnement permettent aux jeunes de rêver justement? Parce que je ne sais pas si tu avais terminé, mais je crois que j'ai compris ton point. Et pour peut-être le résumer, tu me diras si je me trompe ou pas. Moi, je le répartis en 3 étapes. Il faut se connaître. Donc, se connaître totalement, quelles sont ses ambitions, quelles sont ses capacités. Connaître l'environnement dans lequel on évolue. Et troisièmement, positionner son soi dans l'environnement. C'est comme ça que c'est comme ça que je résume. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Voilà. Donc, est-ce qu'avec ces 3 éléments-là, on peut réussir? Est-ce que ça garantit la réussite? La réussite personnelle, parce que comme tu as dit, chacun définit sa réussite. C'est pas tout le monde ne veut pas être milliardaire, tout le monde ne veut pas être... Voilà. Est-ce que si on a ces 3 éléments, ça permet d'atteindre les objectifs qu'on se fixe? À 99%. À 99%. Le reste maintenant, c'est ce que vous allez trouver déjà. 99%, c'est ça. D'accord. Parce que si vous prenez quelqu'un, par exemple, qui ne se connaît pas, qui n'est pas bien au courant de ces éléments, mettez-le même comme directeur d'une entreprise financière, ça va tomber. La faillite. D'accord. D'accord. C'est très pertinent. Très pertinent. Je pense que ça sera très utile à ceux qui vont regarder cet extrait-là. J'ai envie qu'on évolue, parce que tu nous as parlé, tu as énormément étayé sur cet aspect d'option professionnelle. On dirait que tu connais très bien et j'ai envie que tu nous parles un peu de toi. Quelles sont tes activités professionnelles à ce jour? Et je veux que ce soit une discussion ouverte, donc on n'a pas de canevas. Sens-toi libre d'aller dans tous les sens et dis-nous qu'est-ce que tu fais au quotidien au Cameroun. Ok, donc en fait, moi je suis ingénieur hydraulicien à la base. Donc, formé à l'école des travaux publics de Yaoundé. Ça fait 13 ans que je travaille. D'accord. J'ai eu la chance, je dis toujours la malchance de travailler, de commencer à travailler très jeune. À l'âge de 22 ans, j'avais déjà décroché mon premier emploi. D'accord. C'est le salariat. Donc, j'ai commencé salariat. Aujourd'hui, je suis toujours salariat. Et j'ai aussi une casquette d'entrepreneur. D'accord. Et bon, entrepreneur, on peut dire aussi un tout petit peu freelance. Donc, je patauge entre les 3 facilement et aisément. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut dire à l'intérieur? Ce que je peux dire, c'est que dans le métier de base, moi je prends mon cas par exemple, je parle de mon expérience. Dans le secteur que je fais, on peut dire, je vais assimiler au BTP, mais c'est pas le BTP, je fais plus dans les AEP, dans l'alimentation en eau potable des villes. D'accord. Donc, j'en ai déjà, à mon actif, peut-être 200 projets faits au Cameroun et hors du Cameroun. Avec la filiale pour laquelle je travaille, c'est un très grand groupe. D'accord. Je préfère taire le nom ici. Pas de souci. Donc, je pense que mon expérience de vouloir me lancer dans l'entrepreneuriat et le freelance et rester aussi dans le salariat, ça fait partie déjà de ce que j'ai eu à voir. Parce que j'ai grandi, on va dire d'abord principalement entre Douala et Yaoundé au Cameroun. Donc quand je commençais à travailler, j'ai bougé dans tout le Cameroun, les 10 régions du Cameroun. Je les ai fait toutes, il n'y a pas une que je n'ai pas fait. D'accord. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans les villages, dans les autres villes. Je me suis frotté à d'autres mentalités, d'autres cultures. Et pareil aussi en Afrique. J'ai fait presque tous les pays de l'Afrique, beaucoup plus l'Afrique de l'Ouest et un peu l'Afrique centrale également. Donc à chaque fois, quand vous arrivez, vous travaillez, mais il y a aussi quelque chose quand même que vous revenez avec. C'est que vous
voyez d'autres choses différemment. Vous n'allez pas avoir la même réflexion ou bien la même vision que celui qui reste 30 ans sur place. Ça, c'est pas possible. Donc, en exerçant, moi j'ai compris la première chose déjà, c'est que à la base, même d'abord avant de commencer à travailler, quand moi j'ai choisi mon orientation, moi j'ai fini l'école très jeune, à 22 ans je disais. J'ai eu une des premières propositions de travail dans les entreprises, c'était le bâtiment dans la ville de Douala-Yaoundé. Les parents avaient des amis, des connaissances qui étaient prêts à m'employer D'accord. dans le bâtiment, mais j'ai décliné. Ça a créé des tensions à la maison même, parce qu'on m'a dit, voilà, tu sors de l'école, on te propose. Moi, je voulais faire dans l'AEP, je voulais faire uniquement dans l'alimentation. D'accord. Je ne voulais pas faire dans les bâtiments. Donc c'est ton domaine de passion. Oui, depuis l'école, ça c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire uniquement, mon projet, c'est faire une étude d'ailleurs, c'est ça. D'accord. Je ne voulais pas tremper dans le bâtiment. Et autre cas, j'ai le bâtiment, c'est le bâtiment en fait. D'accord. Je ne parle pas des travaux publics et autres. Mais là, présentement, je parle uniquement AEP. Donc, j'ai commencé moi-même à cibler des entreprises uniquement qui font De l'AEP. l'alimentation en eau potable. Actuellement, au Cameroun, il faut dire qu'elles sont très rares. On les compte au bout des doigts. Il n'y en a D'accord. pas beaucoup. C'était fermé. À l'époque, j'avais une proposition d'une entreprise, j'avais fait le stage qui avait même proposé de payer ma pension en dernière année pour me recruter plus tard. Un professeur m'avait conseillé, non, laisse tomber. C'était moi, si tes parents ont les moyens de payer ta pension, qu'ils payent ta pension. Demain, ils te veulent parce qu'en fait, on voit ton potentiel. Donc, moi, c'est comme ça que j'entre d'abord dans l'AEP. Donc, j'entre dans l'AEP, c'est une passion. Et parce que je ne voulais pas faire le bâtiment. Pas parce que je ne connais pas, mais parce que c'est pas ça qui m'attire en fait. Parce que tu as été formé dans ça quand même dans le bâtiment aussi. J'ai été formé dans le bâtiment, parce qu'aujourd'hui aussi, dans les projets d'AEP, je fais des bâtiments. D'accord. Mais je me plais à faire des bâtiments plus industriels, bâtiments techniques, pas des bâtiments R+, 4S+, à usage Pas des bâtiments à usage d'habitation, mais mais des bâtiments, quand on rentre par exemple, une salle de pompage par exemple, D'accord. c'est des bâtiments beaucoup plus industriels qui ont de la taille quoi. D'accord. C'est pas des bâtiments pour usage d'habitation. Et à l'intérieur aussi, puisque je fais aussi les ouvrages là, c'est-à-dire je calcule les châteaux d'eau, les réservoirs, qu'ils soient en béton, qu'ils soient métalliques. Ça, c'est ma passion en fait. D'accord. Et tout ça, faire les dimensions hydrauliques. Donc, moi, j'ai eu la chance de trouver une grande multinationale qui n'est pas camerounaise. J'ai trouvé mon premier emploi là-bas, avec le concours de circonstances d'un professeur d'école. D'accord. Je commençais à travailler, j'ai vu les conditions de travail à l'intérieur étaient bonnes. Elles sont bonnes même, je vais le dire. Elles sont agréables. Après 13 ans. Elles sont agréables. Elles sont agréables. Elles sont très agréables. C'est dire à quel point. Voilà. Donc, la chance aussi que j'avais, c'est que quand j'étais étudiant, je faisais le stage dans les entreprises de BCP camerounaises. D'accord. Donc, j'ai vu comment les ouvriers ou les employés camerounais, les entreprises camerounaises. Et là, maintenant, je suis dans une multinationale qui n'est pas camerounaise. Conditions de travail, c'est deux choses, c'est le jour et la nuit. La première chose que moi j'ai apprise, qui est capitale, quand je sortais même quand j'étais étudiant, c'est que vous pouvez être le meilleur ingénieur au monde, avoir les meilleures compétences au monde. Vous choisissez mal votre entreprise, vous plombez votre carrière. Donc, je prends le cas par exemple où il y a l'entreprise A qui est camerounaise, par exemple, l'entreprise B qui n'est pas camerounaise. Au Cameroun, par exemple, ici on vous propose 100 000, là on vous propose 700 000. Avec votre même diplôme, même compétence. D'accord. Et vous restez dans une entreprise, je ne vais pas tuer les entreprises camerounaises, les entreprises camerounaises qui valorisent, qui payent bien. Ça, il faut le dire, mais elles sont rares, on les compte au bout des doigts. Donc, même parmi les multinationales, vous pouvez avoir deux multinationales. Une vous paye un salaire de misère, l'autre vous paye très bien votre salaire. Donc, il faut bien savoir ça. Donc, on ne choisit pas le travail parce que, voilà, le premier qui ouvre la porte, on fonce son tête bizarre à l'intérieur. Non. Moi, le premier critère, c'était que, c'était une entreprise étrangère. J'avais un plan de formation à l'intérieur qu'on me proposait, que j'ai reçu d'ailleurs. J'ai fait plusieurs formations en Europe après. Ça, c'était la première chose. Deux, il y avait le souhait d'évolution à l'intérieur de l'entreprise. Ça veut dire que vous avez au petit niveau, vous arrivez au grand niveau où je suis aujourd'hui, puisque j'ai un rang de directeur aujourd'hui. D'accord. Tant que je suis arrivé, j'étais simple ingénieur assistant. Aujourd'hui, je suis directeur d'entreprise. D'accord. Donc, il y a cette possibilité, en fait, qui a orienté mon choix à l'intérieur. Faire des formations, évoluer, les conditions de travail, ça c'est très bien. Parce que vous pouvez aller dans une autre entreprise, vous n'avez pas ça en fait. Vous n'avez pas ces choix, vous n'avez pas ces possibilités-là. Et vous enterrez votre génie. Et maintenant, vous pouvez même dans une entreprise, parce que j'ai aussi reçu des propositions par la suite, de certaines ONG qui payent actuellement peut-être 3-4 fois ce que j'ai. Mais à l'intérieur, en termes de travail, quand on va vous dire par exemple le plus gros bâtiment que j'ai, c'est une salle de classe d'un village caché au Cameroun, moi intellectuellement parlant, ça va m'endormir. Et dans le projet, comme j'ai commencé à travailler, je fais au moins par an 8-10 projets et papiers au Cameroun et en Afrique en permanence. Je suis noyé là-dedans. Donc je suis déjà un peu drogué au projet. Donc si je me retrouve dans une entreprise, je fais un projet, l'année, un projet d'aller faire 2 salles de classe de moins de 80 mètres carrés. Même si j'ai un bon salaire, moi ça ne me plaît pas. Donc après aussi, il y a cet équilibre. Donc je veux bien m'amuser professionnellement, me divertir. L'épanouissement. Voilà, m'épanouir professionnellement et avoir aussi le salaire que
que je souhaite. C'est vrai que d'autres peuvent proposer plus. On peut aussi vous proposer un salaire qui est alléchant. Hein. Mais vous arrivez même, c'est même pas le travail d'ingénieur que vous faites. Ça, j'ai des collègues comme ça, c'est-à-dire ils sont dans d'autres sociétés, ils ne font même pas le travail, ils vous disent non, jamais un plan même. Mais ils sont bien payés et ça leur plaît. Je ne les en veux pas. Oui. Donc là, maintenant, comme je dis, si vous ne vous connaissez pas, Oui, à chacun de se connaître, quand tu l'as voilà, dit. et ce qu'il veut. Si vous connaissez ce que vous voulez, vous connaissez où vous pouvez partir ou vous pouvez rester. Donc c'est comme ça que moi j'entre dans le salariat. Parce que comme j'ai dit, j'ai regardé les choix, les possibilités, et je me rends compte que bon, voilà, ici dans notre environnement pour le moment, moi je dirais encore, même si actuellement une entreprise camerounaise mettait un contrat, je ne vais pas prendre. Moi je ne vais pas prendre. Et je suis déjà à un stade aujourd'hui où, avec mes 13 ans, moi je me dis, ça c'est un challenge maintenant que moi je me fixe par exemple. Je ne me vois plus, j'ai mon CV que j'ai au bureau, parce qu'on gagne souvent des appels, il faut les monter. D'accord. Mais moi, je ne me vois plus tendre mon CV à quelqu'un pour aller à un entretien d'embauche, ça c'est fini. D'accord. Ça, chez moi, c'est derrière moi. Donc toi, si tu arrêtes aujourd'hui, c'est pour sortir du salariat. Définitivement. Définitivement. Bien sûr, en fait, je ne suis plus prêt, ou bien je suis pas prêt actuellement à m'asseoir encore. Sauf si il y a un challenge technique sauf s'il y a un et challenge, une bonne par exemple, rémunération. c'est une nouvelle responsabilité, une nouvelle vision, et autres qui peuvent me passionner et me motiver. Et là aussi, il faudrait que la pause suive. Parce qu'il faut le dire, tu as atteint peut-être un certain niveau aujourd'hui qui fasse que sur la sphère du marché, tu es... Bien sûr. D'accord, déjà, ça, c'est plus à dire. D'accord, ok. Et je peux plus... Il y a des entreprises qui ne peuvent plus venir m'approcher pour dire que je viens ici. Et quand je vais regarder même le poste, il y a le poste que je vais regarder, et les deux, je regarde ceux qui sont au-dessus de moi. Moi, je ne peux pas travailler pour une entreprise actuellement si mes supérieurs, s'ils ne sont pas financiers ou administratifs, s'ils sont techniques, qui vont me bloquer, ou bien s'ils ne comprennent pas le travail déjà. Ça, c'est aussi un problème. Vous pouvez arriver, et même où j'étais, en entreprise, on a connu ça. Vous pouvez être très bien, comme je dis, vous êtes motivé, vous êtes même où vous travaillez présentement, parce que ça bloque aussi beaucoup de personnes dans l'entreprise. Vous pouvez être en train de travailler, vous avez un bon salaire, vous êtes dans les bonnes conditions, mais vos chefs ou bien vos subalternes ne comprennent pas le travail, ils font rien. Et on vous pousse même à faire ce qui n'est pas bon. Donc ça veut dire, vous savez par exemple que s'il faut faire un bâtiment comme celui-ci, il faut mettre 4 poteaux aux angles, c'est votre chef qui va vous dire non, mettez seulement un poteau, la maison va tenir, et on vous force à faire des conneries pareilles, techniquement. Donc vous restez peut-être parce que, voilà, il faut bien ignorer la famille, il faut faire stop. Oui. Soit vous connaissez, il ne faut pas avoir la grande gueule, mais soit vous connaissez et le chef qui est devant vous montre vraiment le chemin, soit vous arrêtez. Moi, c'est le premier conseil que mon père spirituel lui m'a donné. D'accord. Que si tu arrives dans l'entreprise, là, soit on te donne ou bien soit on te parle de bêtises, arrête. Et à l'époque, quand j'ai commencé justement mon entrée de jeu, mon premier chef, c'était quelqu'un justement qui était dans ce sens. Et avant de signer ma confirmation, j'ai fait 3 mois d'essai une fois, il a renouvelé, mais il a promis de me licencier cette fois. D'accord. À chaque fois, toi, je vais te virer. Donc, dès le début, tu avais des gros challenges en entreprise. Bien sûr. Et quand je suis arrivé, j'ai pris un poste qui était hyper important. Parce qu'on m'a mis d'abord assistant du directeur technique de la boîte à l'époque. D'accord. À 22 ans. Oui, j'étais assistant. Je commençais à couvrir presque 7 ou 8 projets. Et je me formais beaucoup. Je me formais beaucoup ce que je faisais à l'école, ce que je voyais sur le terrain. Et je faisais beaucoup de l'auto-formation. Avec YouTube, il y a des jours, je vous assure, je passais la nuit au bureau, il n'y a pas dormi. Je peux rester au bureau de 20h à 6h du matin, je suis éveillé, je suis en train de travailler. Ah bon? Bien sûr, j'ai fait ça plusieurs fois, au moins 6, 7, 8 mois. D'accord. Beaucoup de challenge parce que je suis arrivé d'une entreprise qui était grande, qui avait beaucoup d'ambition, qui rêvait grande et qui, le PDG, n'hésitait pas à foutre à la porte ceux qui ne lui donnaient pas le résultat. D'accord. Donc on avait obligation de résultat. Il y avait un directeur technique que moi j'ai trouvé qui était très bon. J'étais son assistant, je le suivais. Mais 3 mois après, il est parti pour un autre pays. Il a même voulu partir avec moi, on a refusé. Bon, j'étais encore très jeune. Mais le nouveau qui est arrivé, lui, franchement, ça ne valait pas la peine, quoi. Et lui, moi, j'avais déjà pris la main un tout petit peu. Donc, on ne pouvait pas me mettre ce poste parce que j'étais le tout petit ingénieur de 22 ans. Voilà. Gentiment, on ne pouvait pas me dire. On a pris une autre personne qu'on a mis. Moi, je travaillais toujours. Je n'avais pas les compétences, je n'avais pas la même vision que lui. Mais je travaillais, je donnais le résultat quand même. Mais lui, il est arrivé, c'était pas vraiment ça, il ne me donnait pas satisfaction. La première année, lui qui promettait me virer, lui, il est arrivé, il a fait 6 mois, c'est lui qu'on a viré, moi, je suis resté. D'accord. Donc là, on voit, c'est assez rare, on voit quelqu'un qui a une très belle carrière dans le salariat. On n'est pas rentré dans tous les détails, mais du peu que tu as pu nous dire, on comprend que tu as une carrière en tout cas satisfaisante pour toi dans le salariat. Moi, j'ai quand même une question. Mais avant ça, je vais peut-être l'introduire. Est-ce que tu te considères comme un talent dans ton domaine, l'AEP? Ce que je vais dire, c'est que je ne suis pas le meilleur dans l'AEP, mais je ne suis pas le meilleur. D'accord. Et ma question derrière, c'est comment est-ce que tu expliques qu'en 13 ans de carrière, il n'y a pas d'autre entreprise au Cameroun ou en Afrique qui a réussi à te débaucher?
Il y en a qui ont fait des propositions, j'en reçois. Ça, pour l'autre là, jusqu'à la semaine passée, quand j'en reçois, ça c'est plus un problème pour moi. Ça, j'en reçois. Ici, actuellement où je suis, je reste parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour pour l'entreprise. Il y a la confiance que le président de l'entreprise a mis en moi depuis qu'il m'a pris parce qu'il faut prendre un jeune ingénieur de 22 ans qui évolue et il a respecté ses engagements. Il a voulu me faire des formations à l'étranger, il a fait, bref, il y a beaucoup de choses qu'il fait bien, beaucoup de bonnes choses en fait. D'accord. 95%. D'accord. Et aujourd'hui, il dit que parce que, voilà, il m'a moulé, parce que je suis son produit. D'accord. Il m'a pris sous son aile. Voilà, sous son aile. Lui-même, il m'a formé parce que c'est aussi un ingénieur. L'avantage que j'ai aussi, mon PDG, c'est un très bon ingénieur, un excellent. Il a plus ou moins le même parcours que moi dans le monde entier. Donc, lui, c'est un modèle pour moi, par exemple, que je regarde, j'admire, voilà. Donc, je ne vais pas venir aujourd'hui parce qu'il y a le premier petit gars à côté là qui me dit viens, je te donne 2 fois ce qu'il te donne. Je vais dire patron. D'accord. Non. Parce qu'on est au début de l'aventure avec lui, parce qu'il a encore beaucoup de choses à faire. D'accord. Il a une grande vision et moi je suis encore là, voilà, il va m'utiliser, on va encore travailler aussi longtemps que possible. Non. Mais je ne vais pas le quitter parce que quelqu'un vient me proposer, voilà, un salaire. Non, ça c'est pas possible. Donc il y a une grosse part de loyauté à l'intérieur. Oui, ça il faut être reconnaissant. Parce que sans lui, j'aurais pas eu le parcours que j'ai, j'aurais pas la vie que j'ai, j'aurais pas eu les réalisations que j'ai. Parce que quand vous travaillez pour quelqu'un et qu'au bout d'un certain temps, vous avez de la compétence, vous avez aussi des réalisations sur le plan personnel, vous avez tout ça là quand même, ça aide. Parce que les entreprises, vous pouvez arriver 5 ans, vous sortez encore même clipper quand vous entrez. D'accord. Ça vous détruit physiquement, mentalement même, parce que les entreprises, vous pouvez arriver, vous faites des AVC, parce que on peut vous créer même des problèmes. En fait, le monde de l'entreprise, il y en a qui... Il est tellement divers et voilà. on a plusieurs expériences qui peuvent être différentes l'une et qui de peuvent être l'autre. négatives. Oui. Vous pouvez faire 10 ans d'entreprise, vous ressortez, vous êtes transformé, peut-être même sur votre façon de percevoir la vie, même la façon de vous accommoder ou bien d'embrasser les gens. Vous pouvez être aujourd'hui, peut-être tu vois, oui, tu es gentil, tu es souriant, tu as l'énergie, tu as la niaque, tu es optimiste. Tu parles d'une grande multinationale, tu en ressors détruit. Tu ressors, même dire bonjour aux gens, ou bien voilà, ça te transforme quoi, négativement. Et ça aussi, c'est pas bien, ça, il faut faire attention à ça. Pour ça, je dis, quand vous êtes dans l'entreprise, vous êtes brimé, vous êtes frustré, vous êtes dans une mauvaise sphère, ne restez pas parce que c'est le salaire. Parce que moi, tant qu'on ne s'éclate pas professionnellement, on ne reste pas. Moi, c'est aussi le message. Il y a le salaire, mais il faut s'éclater professionnellement. Ça peut être que vous mettez en œuvre ce que vous avez appris, ou bien ce qui vous plaît, même pas ce que vous avez appris, et que le cadre de travail vous plaît aussi. Ça ne sert à rien de rester dit, par exemple, je prends par exemple pour une femme, oui, mes patrons me harcèlent, par exemple, j'ai toujours des propositions indécentes, peut-être des attouchements, je vois des choses de ce genre qui peuvent frustrer et qui font que vous ne sortez pas en fait tout le génie, vous n'explosez pas professionnellement parlant dans l'entreprise parce que vous avez des choses qui tournent autour de vous, même après en famille, voilà. Donc après, c'est difficile, ça je sais, pour ceux qui sont dans ce cas, mais je vous dis, c'est plus difficile de rester là-bas. La chose la plus facile, c'est de partir. Quand vous n'êtes pas à l'aise professionnellement, quelque part, partez. C'est plus simple. Vous allez voir qu'en partant, il y a toujours mieux ailleurs. Il y a toujours mieux ailleurs. Voilà. Ok. Alors, en termes de ce propos-là, de cette thèse, j'ai envie de dire, tu nous as dit que tu avais plusieurs casquettes. Oui. Est-ce que tu peux nous parler des autres casquettes maintenant? Oui, je suis entrepreneur, je suis aussi en freelance, bien sûr. Dans le domaine de l'AEP, toujours freelance? Non, pas forcément. Voilà, ça aussi, comme je disais tantôt, quand on grandit ou bien quand on voyage, il y a des choses, par exemple, qu'on regarde, qui font parfois, on prend un peu du recul. Moi, je vais prendre un peu des clichés pour exposer ce que j'ai dit. Vous pouvez être comme moi, salarié, par exemple, pour une entreprise de la place. Vous avez un très bon salaire. Vous pouvez être du pain vous pouvez être à 500 000 ou 1 million le mois, vous éclatez, vous êtes bien. Mais à côté, par exemple, si vous travaillez avec une entreprise, par exemple, je prends toujours dans les BTP, quelqu'un qui peut être un prestataire, par exemple. Un prestataire, lui, qui par définition, il peut être compétent ou pas dans son domaine, qui fait des fournitures, par exemple. Vous pouvez voir quelqu'un faire une prestation peut-être de 10 millions, il vient livrer peut-être de la marchandise, ça peut être du sable, ça peut être du gravier, ça peut être quelque chose. Et il se retourne là facilement avec 1 ou 2 millions facilement. Pas je dis facilement, mais voilà. On l'appelle. Je prends un cas bête, quand je lui ai dit par exemple que moi je me suis déjà amusé à faire ça. Les gens, oui, sur la famille, on a besoin d'un camion de sable à gauche ou à droite par exemple. Oui, je connais quelqu'un, tu m'as en relation avec une personne, on peut emmener un camion de gravier. Tu prends la commission. Tu prends une commission de 10 000, 20 000 francs, peut-être sur un camion. Par exemple, je dis c'est un cas bête. Oui, un cas d'exemple. Tu es chaud au bureau, tu es en train de travailler, tu passes ce coup de fil, tu mets la personne en contact, tu fais. Au bout d'une semaine, tu as 100 000 francs. Tu es en train de travailler. Aussi facilement que ça. Bien sûr.
D'accord. Donc, moi j'ai commencé, la première entreprise que j'ai mis sur place, c'était un restaurant. J'ouvrais mon restaurant. J'ai fait 3 ou 4 ans avant de le fermer après, pas pour des raisons financières en tout cas, mais pour migrer dans un autre domaine en fait, dans l'agriculture. Donc moi quand j'ouvre le restaurant, d'abord c'est parce que, je voyageais beaucoup, j'étais passionné par les repas, les plats que je voyais ailleurs et tout. Et j'avais l'idée donc de revenir faire un restaurant vraiment. Histoire de ramener le monde au Cameroun. Voilà, c'était un peu ça.